ils n'ont pas la taille, ils n'ont pas les moyens, et les colonisateurs nous ont laissé un cadeau empoisonné. Quand les Français étaient là et occupaient nos pays, ils ont occupé nos pays dans l'intégration économique. Il y avait l'AOF, Afrique occidentale française, et l'AEF, Afrique équatoriale française. Ici, en AOF, la capitale c'était Dakar. Avant c'était Saint-Louis dans le premier temps. Et toute l'économie était gouvernée à partir de l'éducation, vous dites ça comme ça. Maintenant, à l'indépendance, ils nous ont laissé des pays balkanisés qui tout seuls ne peuvent pas se développer. Quoi qu'on vous dise, le développement de l'Afrique passera par l'intégration économique. Je dis ça parce que Abdalassi, il est chez lui, ici au Sénégal évidemment, c'est son pays natal. Vous allez avec lui à Côte d'Ivoire, il est chez lui. Vous allez en RD Congo, il est chez lui. Au Cameroun, c'est pareil. Et dans presque tous ces pays francophones, il est chez lui. Donc c'est un exemple de ce point de vue-là. Je ne le dis pas pour lui jeter de fleurs, c'est un ami de très longue date, mais je le dis parce que c'est la vérité et je voudrais que vous le sachiez et que vous l'applaudissiez avant que je discute. Merci, cher frère David, mon Lydia. C'est trop de belles choses à mon égard et je vous les renvoie. Honorables invités, Excellences, chers managers, chers jeunes ici présents dans cette salle, je vais commencer tout d'abord par vous remercier et vous féliciter. Je pense que je vais même déroger à la règle de mes discours traditionnels, parce que je suis fier de voir ces jeunes qui sont dans cette salle, jeunes filles, jeunes hommes, qui sont l'avenir de ce pays, mon pays et de l'Afrique. C'est toute la symbolique de cette journée des managers africains. À nos âges, nous voulons toujours rester jeunes, mais nous disons que nous devons transmettre ce que des aînés nous ont transmis. Dans ce pays, mon Sénégal, je parle sur le témoignage des gens qui me connaissent très très bien dans ce pays. J'étais l'un des plus jeunes journalistes du Soleil, pourtant aîné, le doyen Barre qui nous a éduqués, nous a dit. Ce jour, je pourrais même dire que si aujourd'hui j'en suis là, c'est grâce à cet homme, et grâce à un autre homme de la communication. Je vais vous parler de mon papa, doyen Obeidjo. Ce nom ne dit rien à personne, mais c'est vous dire que tout jeune, à l'âge de 20 ans, j'ai cheminé avec toutes ces grandes personnes de ce pays. Mais il faut aussi dire que même ma rencontre avec le président Senghor et à son âme avec le ministre Djibo-Letika et tant d'autres hommes de ce pays ont fait en sorte que j'ai pu traverser beaucoup de chemin. La rencontre avec le président Abdou Diouf a été très importante dans ce que nous sommes aujourd'hui. Maître Abdallah était mon professeur et dans un pays africain, il a fait mon éloge en disant que cet homme-là qui devait être mon premier plus jeune député. Mais j'ai dit, Monsieur le Président, moi je ne suis pas en politique. J'ai fait mon choix. Mon choix, c'est l'économie, c'est le développement de l'Afrique. Ce soir, j'ai eu rencontré un homme de grande valeur, dont j'ai fait sa campagne à Brazzaville, le président de la Banque d'Afrique de développement. Nous l'avons, j'étais avec mon aîné Pierre Bidamé Adeka, l'un des Sénégalais qui l'ont porté à la tête de la banque en faisant son lobbying pour que tout soit le président de cette institution. Et dès ce départ, nous avons ensemble initié pas mal d'initiatives pour cette privé. Il m'a dit, mon frère Abdallah, aide-moi pour cette privé africaine. C'est ainsi, en nous aidant à créer ce club, nous avons ensemble, l'année suivante, au Caire, initié ce qu'on appelle la table ronde du président de la BAD. C'est ainsi qu'il a initié lui-même ce qu'il a appelé un grand projet d'initiative africaine pour la promotion du secteur privé. À l'époque, je dis en 1986, c'est le premier grand homme économiste qui a dit qu'il faut aider le secteur privé en Afrique. À ces remerciements, j'ajoute aussi mon homme d'État émérite, à savoir feu le président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a aidés, qui nous a soutenus en me disant, écoutez, vous savez, nous en Afrique, on se réunit au sein de l'Union africaine. Quand on se réunit pour un accord sur tout,
Mais quand on prend l'avion pour nous, je voudrais que vous, les jeunes, à l'époque, que vous puissiez transformer cet idéal, ce rêve en réalité. Cet idéal en réalité, avec le président Houphouët-Boigny, j'ai rencontré l'actuel président, toujours du Cameroun, son Excellence le président Paul Biya, et c'est dans ce pays qu'a été créé le club de managers africain. Un matin du 13 mars 1986 à l'hôtel Montferrier. C'est dans cet hôtel, avec mon doyen, feu le député Papa Diabé-Sène, je vous ai dit il faut qu'on mette en pied ce grand club de managers africain. Avec les gens qui nous donnent, il ne va pas s'enlever, il s'agit étant d'autres. Sachez, chers jeunes, c'est ici. Moi qui vous parle, avec Thierry Lasson, président Issa Diop, président Juan Lambert et tant d'autres, nous avons créé ce qu'on appelle ECOBAC, avec le directeur général Marc-Edouard Lafal, qui était le président du FOSITEC à l'époque à l'ONU. ECOBAC est né sous les centres de nos idées et des champs consulaires africains. Mais je peux lui dire que moi, mon sacerdoce, c'est un combat continu. On combat toujours. Je dis toujours que l'Amérique a été faite par des pionniers, l'Afrique doit être faite par des pionniers. Vous êtes des pionniers. Vous devez travailler, forcer le destin pour que ce pays, votre pays, le continent, notre continent, soit vraiment un pays de référence. Ici, dans cette salle, vous avez des références. Derrière moi, j'ai un homme fabuleux, merveilleux, Ali Badibo. Cet homme, parti de rien, a créé un empire. Depuis 1987, nous chemins ensemble. Cet homme-là, avec d'autres, ont eu à créer l'un des premiers grands hypermarchés à Abidjan, l'hypermarché Prima. Voilà cet homme qui est là, avec les mêmes sur le nom, qu'on en appelle. Et notre ami aussi, Madjambéré, du Rwanda, à l'époque. Donc je parle sur le gouvernement, maintenant vous êtes un peu vieux, mais on était plus jeunes, les entrepreneurs. Voilà ce rêve que vous devez vous aussi transformer, créer, investir et produire. Par hasard, hier dans cette salle, en venant visiter cette salle, j'ai vu qu'il y avait une grande réunion des Cobans. Oh. Et il passait une image de mon aîné, le président de Kofi, qui à l'époque était devenu, ceux qui ne savent pas, Diallo a été ministre du commerce du Togo, a été président national du commerce du Togo. C'est avec lui, Issa Diop, sur le sol, en Lambert, que Kekobank a été créé. Et je me souviens un jour à côté de nous, personne, Issa Diop, qui se disait, Abdallah, c'est vrai que tu nous as rejoints. Mais il faudrait être banquier, non, président, moi je ne suis pas banquier. Moi je suis au nom de communication. Je n'ai pas fait la banque, peut-être que je m'en rêve et peut-être d'avoir un enfant ou des enfants qui sont des banquiers. Mais mon rêve, c'est de continuer vos rêves à avant, transmettre ce rêve-là un peu partout. Voilà aussi l'idéal que j'ai. Chers invités, ces jeunes, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous parce que derrière moi aussi, il y a un grand homme que j'ai invité à venir ici, à Dakar. Je veux parler de mon frère, Denis Charles Poissy, directeur général de la CNPS en Côte d'Ivoire. Pourquoi je l'ai invité? Pour être vraiment ce référence pour ces jeunes. Il est un produit maison de la CNPS, mais quand il a pris la CNPS il y a 10 ans, la CNPS était au plus bas. Il en a fait l'entreprise la plus performante en Côte d'Ivoire. Le premier investisseur national de son pays, la Côte d'Ivoire, est dans la souveraineté. Voilà cet homme-là, qui a de fortes idées sur tous les secteurs d'activité qui interpellent notre continent. Permettez-moi, avant de revenir à lui, de parler aussi de ce beau pays, qui est mon pays, le Sénégal, qui est un pays qui émerge grâce à la volonté d'un chef d'État jeune, visionnaire, ambitieux, à savoir le président Macky Sall. Ce pays-là s'est beaucoup transformé. Je vous le dis parce que je voyage beaucoup de pays en pays et je vois comment ce pays, j'ai la chance de voir. Et cette jeunesse vibrante, mais ces hommes politiciens
vibrants, qui sont la respiration démocratique de ce pays qui fait la fierté de ce continent. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Tout est devant nous. Vous tenez le bon coup. Vous les jeunes de ce pays, vous les jeunes de l'Afrique. C'est vous qui allez continuer ce combat que nous menons. C'est vous qui allez créer des véritables champions. Pour l'instant, il n'y a pas de champions. Les champions, c'est vous. Quand vous serez délaissés de toute la pessimisme et que vous croyez en vous, c'est vous qui serez les champions dans tous les secteurs de la vie. N'ayez pas peur. Je dis souvent que dans un pays, les hommes forts, c'est ceux qui travaillent en silence. C'est eux qui forgent. Ceux qui forgent au pays, qui forgent l'idéal. Cet idéal-là, je voudrais, vous jeunes, vous transmettre ça et que vous soyez vraiment ces précurseurs de l'aube d'une Afrique nouvelle. Que nos pays sont en chantier, nos pays sont en perpétuel chantier. Que d'hommes ont été avec moi dans ce combat dur et difficile de l'éducation publique africaine. Tant d'hommes. Aucun homme dans la sous-région est africaine. Je peux dire qu'ils sont passés par mes mains. Et c'est pourquoi je donne un hommage à mes aînés qui sont venus de ce monde, à savoir mon frère ami, Mansour Kama, avec qui j'ai fait beaucoup de choses dans la vie. Hommage aussi à Gabriel Fall, et c'est une pousse. Depuis la Citibank à Dakar, nous avons cheminé pour faire beaucoup de choses, comme je vous parle des années 80 jusqu'à présent. Hommage aussi à notre frère et ami, le doyen Patillon, disparu il y a quelques temps. Hommage à tant d'autres Africains qui se sont bagarrés et qui sont, c'est à vous de penser vrai. Je parle avec le cœur parce que sachez que ça fait peut-être depuis 1999 que je n'ai fait aucune organisation au Sénégal. Aujourd'hui, c'est aussi tout un symbole. Je pense que le gouvernement d'une dame qui était jeune comme vous et qui était une hôtesse, qui est maintenant une grande championne. Marie, qui est présente ici, c'était au King Fahd Palace. C'était le premier Sénégalais à organiser une grande manifestation au King Fahd Palace, ici, avec le ministre de l'État, ici, au King Fahd Palace. Croyez en vous. Croyez en vous, croyons en cette Afrique. Ce que nous le faisons avec des gens de qualité. Avec des gens qui ont laissé beaucoup de choses chez eux pour venir nous rejoindre. Je tiens à vous remercier. À remercier aussi un ami qui, malgré qu'il n'a plus de fonction officielle, tient à être toujours présent à mes côtés. C'est un homme que j'admire beaucoup. C'est un homme de la Côte d'Ivoire, M. Loukiman Kamara et son épouse, Mme Kamara. Soyez c'est la fidélité dans la vie. Fidélité aussi dans pas mal de choses. Je dis que c'est comme ça que notre continent peut se développer. Excellence, chers invités, chers jeunes, croyez en vous. Croyez en vous, c'est le message que je viens de lancer. Et c'est ce message justement que le président Babacar Ndiaye lançait partout dans ce message. Partout dans ce message, il lançait le message aux jeunes. C'est à vous jeunes. Les derniers mois de sa vie, je peux dire, nous avons passé ensemble ici, à Dakar, à Ngor. Il m'a laissé beaucoup de souvenirs. Adabella continue ce travail. C'est un travail inlassable. Nous croyons, je crois que c'est vous qui devez demain être là. Gouverneur de la Banque centrale, des jeunes d'entreprise, milliardaires, chefs d'État et tout, dans un contexte nouveau. C'est le mot que je voulais parler avec mon cœur et vous laisser avec les autres intervenants et vous dire croyez en vous, croyez en vous. Merci, je vous remercie. À cette occasion, différents intervenants ont appelé les jeunes à s'engager pour relever les défis du continent.
d'innombrables interventions de qualité ont émaillé cette journée. Un moment à Maître Bakwa qui va s'adresser aux jeunes avant de passer la parole au premier conférencier, M. Charles Denis Kwasi, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale de la Côte d'Ivoire. Merci, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Kwasi, heureux de vous retrouver après l'échange que nous avions eu l'année dernière. Bonjour, bonjour à vous. Le Président a toujours le don de me faire des surprises. C'était et à cette époque, je rends hommage, j'en profite pour le faire, rendre hommage à Maître Gabriel Senghor, qui a été mon mentor pour cette aventure. Il nous a quittés pendant la période du Covid et ça a été justement pour nous les Africains du barreau de Paris une très grande tristesse. Avec lui, nous avons cheminé au sein du CIMA. Je pense que si le président voudrait que je prenne la parole, c'est notamment parce que, en direction des jeunes, c'est pour vous dire que la jeunesse, croyez en vos rêves. Il y a 3 mots qui ont été prononcés aujourd'hui: créer, investir, produire. C'est vraiment, à mon sens, la triptyque qui devrait motiver et galvaniser la jeunesse africaine. Il n'y a pas de doute, en 2050, donc très bientôt, l'Afrique justement aura la plus forte population du monde. Et nous savons que la jeunesse africaine sera la jeunesse la plus forte dans le monde. Quel que soit ce qu'on peut faire, quels que soient les programmes qui peuvent exister, la maîtrise de la natalité, tout ce qu'on veut, ça c'est un fait scientifique, c'est un fait avéré. Ça va justement se produire. À ce moment-là, il faudra une jeunesse bien préparée. Parce que le tout n'est pas de faire des slogans, mais encore faut-il justement être bien formé, être bien outillé, être bien dans sa peau pour pouvoir affronter ces différents défis-là. Alors moi, je parcours le monde. Je pense que j'ai déjà dû faire le tour du monde au moins 2 ou 3 fois dans le cadre de mon activité camerounaise. Je n'ai pas changé de nationalité. Donc, ce qui fait que si moi j'ai pu le faire, si moi j'arrive à le faire, c'est à la portée de vous tous et vous toutes ici. Je suis pas né en France, je suis né au Cameroun, j'ai fait mes études primaires et secondaires au Cameroun, je suis allé en fac en France, école de commerce, j'ai commencé à travailler en Europe et je travaille sur des projets africains depuis longtemps. Je suis arrivé pour la première fois dans ce pays sous le président Abdou Diouf. Ensuite, j'ai travaillé sur un certain nombre de projets, notamment Air Sénégal International. C'est nous qui avons, les prestataires techniques qui avons monté Air Sénégal International ici, sous le président Ouad, avec le président Macky Sall comme Premier ministre. Il y a d'autres projets sur lesquels j'ai travaillé dans ce pays. La caractéristique que vous avez au Sénégal, et je peux vous dire que profiter de cet atout, c'est que on reconnaît la compétence dans ce pays, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son origine, et on la paye. Et j'insiste là-dessus, à la différence de ce qu'on peut voir dans beaucoup d'autres pays, le Sénégal est très fluide en la matière. Donc, si vous travaillez dur, si vous vous développez, si vous restez enraciné dans vos cultures africaines, vous n'avez pas besoin de faire les tubables.
Vous n'en avez pas besoin. Hein? Vous restez africain, vous restez africain. Quand vous traitez avec les Chinois, vous traitez avec les Japonais, ils n'ont pas besoin de faire les Africains. Ils sont chinois, ils sont japonais, ils sont français, ils sont américains. Donc c'est la première chose. Si j'ai un conseil à faire passer, gardez vos cultures, gardez vos traditions, c'est votre force. Ne cherchez pas à changer. Adaptez-vous au monde dans lequel vous vivez, mais gardez-les parce que c'est ça votre force. Ensuite, ouvrez-vous au monde. D'abord dans votre environnement où vous vivez, dans votre pays, contribuez à l'évolution de vos pays, respectez votre pays. Nous, les Africains, contribuons à l'évolution de nos différents pays. Prenez l'axe qui vous intéresse. Au niveau du ciment, c'est l'axe qui a été pris, c'est l'axe économique. On ne fait pas de politique au niveau du ciment. On peut parler de politique économique, justement, mais l'axe est économique. Choisissez l'axe qui vous intéresse, sur lequel vous vous sentez à l'aise, mais choisissez-le. Développez vos cultures et ouvrez-vous au monde. Les mathématiques, c'est important. La physique, c'est important. Les sciences, c'est important. Les technologies, c'est important. Le Sénégal, par exemple, est en train de prendre d'autres axes. Le Sénégal, au départ, n'était pas un pays d'hydrocarbures. Aujourd'hui, le Sénégal rentre justement dans le secteur des hydrocarbures, donc avec tout ce que cela implique. La chimie, la pétrochimie, la physique, la géologie, etc. Donc, ce sont des nouveaux domaines dans ce pays sur lesquels il faut explorer la recherche et le développement. Regardez justement ces différents points-là, parce que c'est ça le pays de demain. Les richesses du pays, c'est justement dans ces domaines-là. La planification stratégique, c'est très important. C'est-à-dire la vision. Vous avez un plan ici, le plan Sénégal émergent. Donc, vous ne pouvez pas vouloir vous développer si vous ne connaissez pas le plan Sénégal émergent. Ça, je vous le dis. C'est la vitrine de votre pays. Donc, la première chose que vous devez faire, même quand vous êtes étudiant, c'est de savoir de quoi on en parle. Et en fonction de ça, vous vous orientez. Si vous n'avez pas la vision, la direction dans laquelle votre pays veut partir, il serait difficile de pouvoir vous orienter et vous positionner là-dedans. Ensuite, la sous-région. La sous-région Afrique de l'Ouest. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin. Moi, tout à l'heure, je vais aller en Côte d'Ivoire et ensuite je vais continuer au Bénin parce que ça se développe, parce que ça fait partie de votre écosystème. Regardez aussi de ce côté. Après, on est d'abord fort chez soi. D'abord, aucune stratégie internationale n'existe. Vous allez dans toutes les écoles de commerce, vous allez à Harvard, vous allez à Princeton, tout ce que vous voulez. On vous apprendra que on est d'abord fort chez soi. Et c'est ensuite qu'on se projette sur l'extérieur. Dans la sous-région, ensuite les autres pays, l'Afrique centrale aussi se développe. Après, le monde. Et partout où vous êtes dans le monde, vous avez une capacité d'action. Je vais terminer en vous prenant un exemple. Je suis en France le président du Conseil des diasporas africaines de France. Le Conseil des diasporas africaines de France, vous n'entendrez jamais parler de nous. C'est ce que le président disait tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens qui travaillent n'ont pas besoin de faire beaucoup de bruit. Vous n'entendrez jamais parler. Mais nous n'intervenons que sur des points qui concernent nos pays africains, c'est-à-dire que ce sont des diasporas africaines, qui concernent le développement économique, qui concernent notre intégration dans l'environnement dans lequel nous vivons, les interactions avec nos pays, et qui concernent des grandes questions. Je vous prendrai l'exemple, nous sommes intervenus lors du grand débat national, parce que
nous avons considéré que la voix des diasporas qui vivent en France doit être portée à ce débat. Nous sommes intervenus dans tout ce qui a concerné le Covid-19. Nous avons regroupé l'ensemble des scientifiques africains et nous avons donné notre vision de ce Covid-19 et des propositions que nous pouvons faire. Parce que nous avons considéré qu'il y aura le monde de l'après. Et dans ce monde de l'après, il faut avoir la vision africaine. Nous avons un partenariat avec le CIMA, sous la présidence, sous la coordination du président. Nous sommes attentifs à ce qui se fait à l'intérieur. Nous regardons comment le CIMA se projette. Nous sommes en accord avec justement cette vision économique et nous partageons l'idée, et c'est pour ça que, notamment pour ça que je suis venu aujourd'hui, que la transmission est le cœur du développement de l'Afrique. Et moi je suis particulièrement ravi que des sommités comme celles qui sont à l'estrade aient choisi de s'adresser à vous, non pas de s'adresser à un parterre de gens qui les ressemblent, mais de s'adresser à vous en tant que jeunes et en tant qu'Afrique de demain, de manière à ce que vous puissiez puiser de leur inspiration, qu'ils puissent transmettre justement leur expérience pour pouvoir inspirer le développement de notre continent demain. Voilà très rapidement le propos liminaire que je voulais, et le message que je voulais vous faire passer. Croyez en vous. Personne ne le fera à votre place, et à partir du moment où vous croyez en vous, choisissez vos combats, faites les bons combats et espérez, rêvez, parce que c'est ça justement qui nous maintient en vie. Je vous remercie. En présence d'un parterre de personnalités et d'étudiants des écoles de formation, l'Afrique des solutions repensait le patriotisme économique. Parmi les têtes d'affiche, Denis Charles Kouassi et Mohamed Cherif, le directeur général de la BAD. D'entrée, le président du CIMA, Sidi Abdelassi, ancien journaliste économique au quotidien national Le Soleil, s'est félicité de la tenue de 37e session à Dakar, après Abidjan en 2022. Intervenant dans les débats, l'ancien délégué général à l'informatique, Momar Ali Ndiaye a insisté sur la transformation de nos produits locaux pour créer de la valeur ajoutée. Il a salué le travail réalisé par ITA, l'Institut de technologie alimentaire, dans ce domaine et qui pourrait offrir des opportunités aux jeunes. Mamadouba, dit Bobo, un Guinéen établi au Sénégal, a donné son exemple pour avoir débuté dans le petit commerce à Sandaga, avant d'ouvrir le plus grand centre commercial dans son pays et dans la sous-région. Moi, j'ai commencé à fabriquer moi-même. C'est que 1000 francs par jour. C'est commencé comme ça. Moi, c'est Sandaga, j'ai 25 ans. 25 ans de Sandaga. À l'époque, les Sénégalais n'étaient pas de commerçants. C'est l'époque Sénégal. Mais on a commencé au marché Sandaga. Et Dr Sandaga, c'est lui, c'est censé marché Sandaga, mais cantine. Le premier cantine, c'est moi. On m'a donné. Par les Sénégalais. On a organisé. On a resté au Sénégal. À l'époque, c'est trop difficile. Aujourd'hui, les Sénégalais, tout le monde rêve milliard. Récupérer le milliard, c'est pas l'avoir. Moi, peut-être à Boudou, il m'a décoré hors de mérite de Lyon. Peut-être à Mnaïwal, il m'a envoyé 4 fois à la mer. Donc, il faut cette demande aujourd'hui des Sénégalais. C'est un pays de paix. Vous commencez Niagassi ici au Sénégal. C'est pas intéressant. Tout l'Afrique, Sénégal,
Pourquoi les Ivoiriens paient les maisons au Sénégal? Les Guinéens paient les maisons au Sénégal. Les Maliens paient les maisons au Sénégal parce qu'il y a des pays. Si on organise ici, vous les jeunes Sénégalais, aujourd'hui, vous créez des problèmes au Sénégal. Le Sénégal n'est pas un pays riche. En Guinée, on a de tout, mais on manque de ressources humaines. Le Sénégal, il n'a rien, mais il a des ressources humaines. On ne peut pas gâter les pays là à cause de politique. Le Sénégal, c'est un pays de paix. C'est un pays de paix, c'est un pays de la paix. Si on a le Guinée de l'extérieur, on a trouvé à cette maison à Camiano, on a trouvé à cette maison à Almadi, parce qu'il y a des pays ici. La première chose, c'est qu'on s'est vous les jeunes. Il n'y a pas où aller aujourd'hui. Il n'y a pas où aller. À l'époque, on peut sortir au Sénégal, on peut aller en Côte d'Ivoire, on peut aller à Cameroun, on peut aller en France, partout. Partout, il y a plus de place. Les Sénégalais aujourd'hui, le moment où là, c'est 7 millions de Sénégalais. Aujourd'hui, c'est 17 millions. Sur les 17 millions, nous, 3 Sénats, c'est 600 000 personnes seulement. Tout le reste, c'est les scènes. Si vous les aidez, vous gâtez votre pays. Qui est perdant? C'est vous. Alors, ce que je demande, l'eau bani xaj doo dee deewul pays képp ku liggéey ci réew mi nangu na lu mu liggéey man nag ma fi di campagne man ma politicien aujourd'hui je suis président de conseil d'administrateur de Orange Guinée. C'est créer société, même des sociétés dans le monde, je suis actionnaire. Ici, au Sénégal, c'est moi terminé les deux supermarchés, PDM, l'aéroport, les Indiens. C'est 20 Indiens au Sénégal, en Guinée, travailleurs. Ici, il y a plus de 20 Indiens, mais il y a 150 employés sénégalais qui travaillent dans mon supermarché ici. Je suis dans l'homme, moi je ne suis pas politicien. Macky Sall me connaît bien, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, tous les secrétaires africains me connaissent. On ne me connaît pas pour le diplomatique sénégalais. C'est travailler dans l'homme. C'est que je demande aux Sénégalais, pardon, de ne pas négocier les pays. Ils ont commencé à parler de bagarres ici ce soir. C'est venu hier. C'est hier que je suis à Abdallah, il m'a appelé à Conakry. C'est pris mon avion hier à Conakry. Mais ailleurs ici, c'est toujours des militaires, c'est toujours ça, c'est pas bien. On ne peut pas signer quelqu'un, on ne peut pas amener ethnie au Sénégal. Un pays, quand on dit ça c'est Sérère, ça c'est Wolof, ça c'est Wolof, ça c'est très grave. C'est très grave pour le pays. Quand je parle de ça, parce que moi je ne suis pas politicien, je suis homme d'affaires. En Guinée, on m'a participé beaucoup. Il n'y a pas un chef d'État qui est en Guinée qui n'est pas appelé beaucoup. Pardon, c'est que c'est au Sénégal. Si il y a de là, c'est 1990, on a créé pour le groupe menacé avec eux. On m'a appelé Babacar Diaye, Conan Lambert, Modiane Bressila de Rwanda, et même à Savona. Le 17 mars 1990, c'est l'entrée à Maison Blanc. C'est écrit même pas mon nom. Mais Babacar Diaye, il a pris 5 pays et un homme d'affaires. Il n'y a que Sénégal qui est 3 personnes. Et le Nigeria. Alors, ça veut dire on allait à Maison Blanc, c'est le jour-là, sorti pour qu'il les père. Il a resté avec nous 15 minutes. Il a dit tout le secrétaire après 5 minutes. Mais aujourd'hui, c'est fait 15 minutes. Ce que je demande, les Sénégalais aujourd'hui, c'est celui-là. Au Sanieri, c'est pour moi. Tout le ministre de Banane au Sénégal,
dans ce mort, quand Abou Boudjou, c'est moi qui montre les Sénégalais comment on périt les bananes, comment on fait les samoufouages. C'est fait les samoufouages. Tout ce qu'on a aujourd'hui, 1000 tonnes de bananes. Côte d'Ivoire vient du Sénégal, c'est rentré au Sénégal. Donc, pour développer dans un pays, il faut aller dans l'homme. On ne peut pas bagarrer avec les bagos qui créent rien du tout. Ça, c'est pas bon pour les pays là. Donc, vraiment, vous tous adressez, pardon, vous les Sénégalais, les petits, les grands, on ne peut pas prendre la temps comme baguette magique. Il faut travailler doucement et sûrement et bon cœur. Pensez aux autres aussi. Pensez pas à toi seulement, il faut penser aux autres. Quiconque président, nous, on a fait ici au Sénégal, c'est mort la Méliée, Papa Lamine, jusqu'à samedi, dimanche, on a voté, c'est mort. On nous dit ici, Abou Boudjou, président Abou Boudjou, Abdoulaye, on nous dit Yolmi, jusqu'à samedi, dimanche, on a voté Abdoulaye. Travailler comme ça, voter, les Sénégalais sont pas fous, ils connaissent qui ils votent. Mais il ne faut pas casser les pays, mais c'est précisien. Merci mon cher frère. Merci. Il est très passionné. Pour ça, je suis permis vraiment. Je voulais simplement qu'il vous transmette son expérience. Pour être simple, ce monsieur que vous voyez ici, c'est un Africain, Guinéen, Sénégalais, qui a tout fait. Tous les petits métiers. Il a même été un champion du Sénégal de boxe. Il s'est lancé dans les affaires. Aujourd'hui, il trône dans le monde des affaires ici au Sénégal et en Guinée. Je peux dire même en Guinée, c'est le premier Guinéen à créer un supermarché. Donc c'est un homme multidimensionnel. Donc vous qui avez, comme il dit, quand il rentrait à la Maison Blanche, dans les Georges Bush, vous ne pouvez même pas écrire sur son nom. Voilà, Moulou Aliba Dibobo. Donc je voulais simplement, avant que le monsieur parle, voilà les exemples patents, comme disait tout à l'heure mon frère ami Dia. La Chine s'est faite avec les Chinois. Nous sommes des Africains, parlons nos langues, faisons notre continent ainsi. Voilà. La suite du programme. Aussi de me retrouver devant toutes ces personnalités et tous ces étudiants. L'Afrique des solutions. Déjà, il faut comprendre que quand on parle de solutions, c'est qu'on trouve des difficultés et les solutions viennent pour résoudre les difficultés. La CNPS qui vous a été présentée, c'est la CNPS des 10 dernières années qui a été une CNPS performante. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et vis-à-vis des étudiants, je vais demander que vous reteniez deux choses importantes. La première, c'est qu'une entreprise qui réussit, ce n'est pas une entreprise qui ne rencontre pas d'obstacles. C'est une entreprise qui surmonte les obstacles qu'elle rencontre. Ça, c'est la première des choses. Il faut bien retenir cela. Parce que quand vous entendez parler de toutes les grandes entreprises aujourd'hui, que ce soit en Occident ou bien en Afrique, il y a toujours eu des déboires, il y a toujours eu de grosses difficultés. Mais celles qui ont survécu, c'est celles qui se sont modernisées, c'est celles qui se sont adaptées, c'est celles qui sont projetées dans une vision et qui ont travaillé avec des compétences. Donc, soyez sûrs que les obstacles, vous allez en avoir, mais il faudrait surmonter les obstacles. Il y a deux phénomènes que je cite souvent, Kodak et Nokia. Vous savez que Kodak était en matière de photos, il y a, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans, il était le leader mondial. Mais quand le numérique est venu, Kodak n'a pas suivi et aujourd'hui, plus personne ne parle de Kodak. La
connaissait pas Apple dans ce domaine, on ne connaissait pas Samsung. Les autres se sont effacés, se sont écoulés. Et aujourd'hui, Apple et Samsung sont les deux opérateurs, enfin les deux sociétés qui se partagent le marché. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais que les étudiants retiennent, c'est que votre limite, ça doit être le ciel. Vous ne devez pas vous mettre des limites. En Afrique, on se met trop de limites. Quand on a atteint un certain niveau, on se compare à ceux qui sont en dessous et on dit je suis bien quand même. Et on arrête là. Alors que nos facultés en tant qu'être humain sont énormes et nous permettent d'aller le plus loin possible, pourvu que nous-mêmes, nous ne nous fixons pas de limites. Voilà les deux choses que je voudrais que vous me donniez en tant qu'étudiant. Et je vais illustrer ça par ce qui s'est passé à la CNPS. La CNPS est née il y a à peu près 70 ans pour s'occuper de la sécurité sociale des travailleurs salariés du secteur public. Nous avons carrément, je voudrais dire, recopié le système français depuis l'époque coloniale jusqu'à 7 ans récents. Le régime qui absorbe le plus d'argent, c'est le régime de la retraite, puisque c'est un régime, quand vous le mettez en place dans tous les pays, il est jeune, il a très peu de retraités, mais au fil des ans, le nombre de retraités augmente, l'espérance de vie augmente, et comme dit un de mes amis, on refuse tous de mourir. Donc, au fur et à mesure, il y a plus de retraités, mais ce n'est pas toujours compensé par le nombre de travailleurs à un moment donné qui doivent pouvoir cotiser afin que tous ces retraités soient payés. Vous suivez en France aujourd'hui toute l'actualité sur la retraite, rien que le problème de la retraite est en train de diviser d'abord la France et ensuite est en train de avec récemment la note de la France a diminué, a baissé, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles liés aux réformes et notamment à la réforme de la retraite. Ça veut dire que tous les gouvernants des pays africains doivent prendre conscience de cette question et mettre en place des dispositifs aujourd'hui pour qu'on ne se retrouve pas dans la situation de la France ou bien dans d'autres pays dans 20, dans 30 ans. Puisque de toute façon, comme partout en Afrique, l'espérance de vie augmente. La digitalisation progresse, donc il y a de moins en moins de travailleurs à l'usine. Aujourd'hui, vous allez dans certains supermarchés en Occident, il n'y a que les robots, vous n'avez plus affaire à des caissières ou bien du personnel qui travaille au personnel humain. Donc il faut prendre conscience qu'avec le vieillissement, avec les ressources qui vont s'harmoniser, il faut mettre en place tout un dispositif pour que nous puissions payer les retraites dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Il faut aussi prendre conscience qu'un pays qui ne veut pas rester dans la pauvreté et dans la précarité doit étendre la sécurité sociale à l'ensemble de la population. Ce n'est pas le cas de la plupart de nos pays. Nous, en Côte d'Ivoire, on a commencé il y a pratiquement 2 ans et ça fonctionne assez bien, mais très peu de pays sont dans ce système d'état de la sécurité sociale au secteur informel. Alors, les difficultés, on les a connues, comme je dis, à plusieurs étapes. La première étape, c'est que dans les années 90, il y a une crise qui avait entraîné pratiquement la cessation de paiement de l'institution, à tel point qu'un audit a recommandé de licencier 1000 personnes sur 2000 à cette époque-là. Dieu merci, il y a eu seulement 500 licenciements et l'entreprise est repartie un peu à la hausse. Mais avec la période 2000-2010
où la Côte d'Ivoire a connu des troubles politiques, je disais tout à l'heure, il faut la stabilité pour que l'économie fonctionne bien, pour que les investissements se fassent. Et cette période trouble nous a replongé encore dans le déficit. Et de 2005 à 2010-2011, on a accumulé 200 milliards de déficit. Ça veut dire que chaque fin du mois, il fallait que les banques nous fassent des découvertes pour que nous puissions payer des prestations. Alors, moi étant dans l'entreprise depuis la fin des années 80, début des années 90, ayant vécu toutes ces péripéties, je me suis posé la question, est-ce que c'est une tare congénitale? Est-ce que l'institution de sécurité sociale est condamnée chaque 10 ans à avoir des difficultés, à être menacée, à être pratiquement en cessation de paiement? Et en réfléchissant, j'ai fait un peu d'économie, je me suis rendu compte que c'est le modèle économique du système de répartition de la retraite qui n'était pas adapté à une bonne évolution des choses. Pourquoi? Parce que, je dis, c'est un système qu'on a hérité de la France. Et dans ce système de répartition, on dit pour financer la retraite des personnes qui ont cessé l'activité aujourd'hui, donc on veut répéter qu'ils sont à la retraite, on prend les cotisations des travailleurs d'aujourd'hui. Ça suppose qu'on ait suffisamment de travailleurs aujourd'hui pour payer les retraités qui, comme j'explique, avec l'espérance de vie, le nombre augmente. Le problème qui se passe en France aujourd'hui, c'est qu'à la sortie de la guerre, ils étaient à 5 travailleurs ou 1 retraité. Aujourd'hui, ils sont à 1,7 travailleurs ou 1 retraité. Donc vous voyez que le ratio s'étant détérioré énormément, il n'est plus possible de continuer, sinon c'est le système qui va faire faillite. Alors, une des solutions, c'est de remonter l'âge de la retraite. Parce qu'il y a deux possibilités. Il y a l'augmentation de l'âge de la retraite, mais il y a aussi le taux de cotisation. Donc, vous savez tous que le taux d'imposition global en France est énorme, à tel point que beaucoup de personnes vont dans d'autres pays pour échapper à la fiscalité. Le report de l'âge, vous avez tous suivi, tout ce que ça a entraîné. Donc, nous nous sommes sortis que dans les années 2006-2007, c'est là que nous avons préparé la réforme de 2012, nous avons changé le modèle économique. Parce que Einstein disait, si vous faites la même chose et que vous attendez à avoir des résultats différents, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous faites la même chose, vous allez avoir les mêmes résultats. D'où ce qu'on appelle la créativité, l'innovation. Et on a dit le modèle économique qui ressemblait un peu en économie, ce qu'on peut dire ressources égales consommation. Mais quand vous arrivez dans ce système, même à titre individuel, si tout votre salaire, vous le dépensez dans le mois et que vous ne faites pas d'épargne, à la moindre difficulté, vous êtes vraiment en situation de ne pas pouvoir agir. Donc, et on a vu que le système de retraite ressemblait à ça. On dit, ceux qui travaillent aujourd'hui cotisent pour la retraite d'aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Sauf que tout ne se passe pas bien, puisqu'on avait, comme j'ai expliqué, connu 2 grosses crises. Alors, on a dit, on va changer le modèle économique. On va dire maintenant que les ressources d'aujourd'hui doivent financer les retraites d'aujourd'hui, mais une partie des retraites de demain. Et cette partie de retraite de demain, c'est ce qu'on appelle épargne. Donc, on passe d'un système économique qui dit ressources égales consommation à un système qui dit ressources égales consommation plus épargne. Épargne investie crée la richesse. Voilà comment on a changé le modèle économique. Techniquement, comment on a procédé? L'âge de la retraite était à 55 ans, on a passé à 60 ans. Le taux de cotisation était à 8%, on a passé à 12% en 2012 et à 14% en 2013. Pourquoi? On s'est dit
si on dit que, parce qu'on sortait de crise en 2012, si on dit que parce que nous sortons de crise, les entreprises sont affaiblies, les travailleurs sont essoufflés, si on disait que c'est trop élevé de passer de 8 à 14%, on serait peut-être passé de 8 à 9 ou bien à 10. Ça nous aurait donné un équilibre peut-être sur 10 ans, et puis on serait retombé encore dans la déficit. Donc on a dit, bon, passons de 8 à 14, de sorte que nous allons créer une situation excédentaire sur le long terme, et cette situation excédentaire, qui constitue donc des réserves, nous allons investir, et en investissant, créer une nouvelle richesse, une nouvelle source de financement de l'administration. Vous voyez, en France, ils sont en train de parler de taxer les super profits. Bon, je crois que le débat est ouvert et la parole est surtout. Monsieur Diane, Excellence, votre ami Excellence, je crois que vous devez prendre un peu la parole. C'est l'ambassadeur du Cameroun à Dakar qui est le doyen du corps diplomatique à Dakar. Merci. J'ai beaucoup appris à travers les interventions qui ont d'abord lieu. Je vous remercie et les participants d'avoir cité le Cameroun comme étant le berceau de ces ciments. C'était en 1986. Et vous avez dit à l'hôtel Montfaible, international à Yaoundé, mon pays. Je vous remercie d'avoir pu rencontrer, je vais le saluer tout à l'heure. Je pense qu'avant son départ pour retourner en France, il passera à l'ambassade. Je serai très heureux de le recevoir. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je dis que j'ai beaucoup appris. Je ne voulais pas prendre beaucoup de temps, je vais seulement citer un certain nombre de petits éléments. Le président, au fouet Pani, disait « Malheur à l'homme seul ». C'était l'un des précurseurs de la création de la fondation de l'Union africaine, l'unité africaine, l'ONUA. Le président, vous l'avez également dit, parmi les interventions, que le président Senghor avait mis en place et cité la théorie des cercles concentriques de solidarité. Tous ces éléments participaient donc à la création, bien sûr, de l'organisation de l'unité africaine. Et en fait, ces éléments ont permis la création d'autres institutions, comme la CEDEAO, etc., Cameroun, la Sénat, et tout ça. Je voulais dire, en ce qui me concerne, depuis 2008, je suis au Sénégal. Le Sénégal, c'est une université. Quand vous venez au Sénégal, vous ne savez pas penser au café. Mais quand vous y êtes, vous apprenez davantage. Et c'est pour ça que je suis très heureux de vous dire que je suis heureux depuis que je suis là et au Sénégal. On a parlé de l'Afrique des solutions. En fait, ce thème a été celui qui a permis au président Macky Sall de rayonner durant le mandat qui vient, le président mandat de l'Afrique. L'Afrique des solutions plutôt que l'Afrique des problèmes. Et on l'a vu partout dans le monde, il a rayonné, le monde entier et a abordé beaucoup de problèmes qui, d'ici demain, après demain, vont trouver des solutions réelles. Nous savons déjà la bonne gouvernance politique. Avec le siège que nous voulons tant de Nations Unies, nous voyons un peu la gouvernance économique.
Comme vous savez, le président Macky Sall et tous les Africains souhaitent que l'Afrique soit l'un des acteurs à la de décider d'avoir le décès au G20, etc., etc. Ces interventions nous ont permis aussi, et monsieur l'orateur l'a dit, et que sont des réformes. Les réformes, sans les réformes, il n'y a pas possibilité d'avancer. Je fais allusion à l'émission du passé, vous le savez, l'un des responsables les plus brillants de l'économie moderne, Schumpeter. Schumpeter, qu'est-ce que Schumpeter a dit? Schumpeter, c'était la création des surprises. Il faut créer créer une chose. C'est ça, l'innovation. Schumpeter l'avait dit, et je crois que tous les jeunes sont là. Et nous-mêmes, on crée chaque fois, si vous ne créez pas, on ne peut pas avancer. C'est une situation très importante. Cette création fait en sorte que l'Afrique, nos pays avancent. Et la création, ce n'est pas seulement dans le domaine économique, c'est dans beaucoup de domaines, même dans la question moderne, la bonne gouvernance. C'est ça également la création, la créativité, l'innovation, dont j'ai souvent cité lorsque je faisais des études à l'université, la destruction créative de Joseph Schumpeter, grand économiste, vous savez, prix Nobel d'économie qui avait eu Schumpeter. Je voudrais terminer par là pour dire que vraiment je suis très heureux. Seulement, il y a un élément qui peut-être, je l'ajoute, parmi les données qu'on a conçues, la paix. Rien ne peut avancer si l'Afrique n'est pas en paix, si nos pays ne sont pas en paix. Je crois que c'est chose important, même dans tout secteur de l'économie. La paix, on pense que la paix, parfois même quand on discute, parfois on dit que tout déranger, qu'est-ce que c'est que la paix? La paix, c'est une notion immatérielle. On ne mange pas la paix, mais la paix se transforme à travers nos pays. Et à cet égard, le président Paul Biya, en 2017, devant la tribu des Nations Unies, avait dit « Nous sommes les mendiants de la paix. Et nous voulons la paix. Comment on la voit en Afrique? S'il n'y a pas de paix au Cameroun, on ne peut pas aller rentrer au Cameroun sortir. S'il n'y a pas de paix, et ici au Sénégal, nous sommes heureux de vivre au Sénégal parce qu'il y a une paix dynamique qui se voit. Je pense que nous sommes très importants de temps en temps. Il faudrait qu'on insiste sur cet aspect. Voilà ce que j'ai voulu vous dire. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir passé la parole, surtout de m'avoir invité à cette belle réunion à laquelle je m'attendais. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Dadassi. Merci de m'avoir invité ici au nom du Président de la Banque africaine de développement, que je suis ici. Effectivement, lorsque le Président de la BAD a reçu votre invitation, il voulait absolument être ici. Si vous avez reçu la réponse tardive, comme quoi ce n'était pas lui qui allait être ici, c'est parce que, tout simplement, il voulait absolument revoir son agenda, s'il y a des possibilités pour être ici aujourd'hui. Mais je suis très très heureux de le représenter ici, et je suis content également d'être avec vous et d'être avec toutes les éminentes personnalités qui sont autour de ce panel, ainsi de tous les invités qui sont là et les étudiants futurs de l'Afrique devant nous. C'est pour moi un honneur, un privilège de représenter ici la Banque africaine de développement. Je pense qu'avant de commencer, vu qu'on est aussi avec des étudiants qui sont moins, si vous voulez, imprégnés sur ce que la Banque africaine de développement fait,
comment elle est structurée. Peut-être je vais aller rapidement présenter la Banque africaine de développement, qui est en fait un groupe qui est constitué de 3 entités, principalement la BAD, on entend toujours la BAD, la Banque africaine de développement. Vous avez le Fonds africain de développement et vous avez le Fonds nigérien. Voilà les 3, c'est un trust. Voilà les 3 entités qui composent le groupe de la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, vous avez à l'intérieur de la banque, vous avez une panoplie des opportunités, soit de travail, d'emploi, soit de faire le business avec la Banque africaine de développement. Vous avez la partie publique, par laquelle vous avez beaucoup de traces de la Banque africaine de développement avec la coopération avec le Sénégal que vous retrouvez ici au Sénégal. D'ailleurs, nous sommes très fiers. Depuis 1972, la Banque africaine travaille avec le Sénégal. Vous avez la partie privée. Cette partie privée est également un outil de financement de l'Afrique. Vous avez tout un panoplie d'assistance technique parce qu'on vient d'entendre le monsieur qui vient de parler sur la nécessité de renforcer les capacités des Africains. Donc c'est extrêmement important. Vous êtes des jeunes actuellement, vous êtes en train de vous former. Donc voilà une institution qui vous appartient. La Banque africaine de développement appartient aux Africains. Donc, je vous remercie également de souligner l'importance que même le président Boubacar Ndiaye a tout fait pour rehausser votre institution, rehausser la Banque africaine de développement et impulser le développement économique et social pour l'Afrique. Je parlais tout à l'heure avec M. Bobo Ba, qui m'a dit qu'ils étaient aux États-Unis, à Washington, et dans d'autres pays, dans d'autres États américains, avec le président Boubacar Ndiaye, qui a démontré vraiment l'importance non seulement de l'Afrique à travers le monde, mais aussi le secteur privé. Je pense que l'initiative que vous avez actuellement, sur laquelle vous avez travaillé longtemps, vous avez mentionné M. Abdallassi, c'est extrêmement important pour l'Afrique. Donc, la Banque africaine de développement, comme je disais, vous avez 3 entités. La BAD elle-même, c'est une institution qui a AAA. Quand vous entendez AAA, ça veut dire que c'est une institution très bien notée à travers le monde, parce qu'elle représente l'Afrique. C'est à travers la Banque africaine de développement qu'on va aller chercher du financement dans les marchés internationaux pour revenir restituer ça aux pays membres africains, qui sont les 54 pays africains qui sont membres à la BAD. Cette institution-là, vu qu'elle a le AAA, donc ça veut dire très solvable, elle est capable d'aller chercher de l'argent dans le marché international avec un moindre coût et revenir supporter les pays africains. Pourquoi? Parce que si vous prenez individuellement les pays africains pour y aller chercher du financement dans les marchés de Londres, Tokyo, New York, vous risquez d'avoir des taux élevés, et ce qui est très difficile pour revenir investir. Donc, ce créneau, cette institution va aller chercher pour nous tous du financement le moins cher pour venir développer avec le pays l'Afrique. Vous avez le secteur privé. Le secteur privé, c'est une fenêtre qui permet le développement du secteur privé en Afrique. Pourquoi? Parce que la Banque africaine de développement a rapidement compris que dans le cadre de stimuler la croissance économique et le progrès social de l'Afrique
de manière durable, il faut impliquer, renforcer le développement du secteur privé. Donc voilà un peu où vous avez tout un panoplie des outils financiers qui viennent aider non seulement les institutions financières, M. Kouassi en a parlé tout à l'heure, l'importance de développer les institutions financières pour aider la population, mais aussi la prise de participation dans le fonds ou alors aller directement pour un financement direct dans les pays. Nous avons des exemples au Sénégal. Nous avons l'aéroport Blaise Diagne, vous avez l'autoroute, vous avez des centrales électriques, donc vous avez des panoplies de financement en collaboration avec le gouvernement du Sénégal, en collaboration avec le secteur privé. Aujourd'hui, le Sénégal, Monsieur le Président, parle beaucoup de contenu local. Le contenu local, c'est vous les jeunes, vous les entrepreneurs qui vont le développer. Pourquoi on insiste sur le contenu local? Si vous avez des entreprises multinationales qui viennent en Afrique, qui amènent leur propre main-d'œuvre, qui travaillent tout, et nous on n'a rien, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Il faut développer le contenu local. Le contenu local, c'est la formation, être capable de travailler avec ces gens-là, c'est la prestation de services, parce qu'une entreprise créée localement peut avoir des contrats avec une société internationale qui se base ici pour fournir les services. Ils n'ont pas besoin d'apporter tout le besoin de leur entreprise, car on a des gens, des jeunes bien formés, des entreprises bien efficaces sur le terrain. C'est quelque chose que je voulais absolument mentionner. Monsieur Kouassi, vous avez parlé de l'énergie et l'intégration régionale. Je pense que je viens là pour vous dire que le groupe de la Banque africaine de développement, à l'heure actuelle, se focalise sur 5 priorités opérationnelles. La première priorité est éclairer l'Afrique, c'est-à-dire donner l'électricité à l'Afrique. L'Afrique a besoin d'avoir suffisamment d'électricité, l'autosuffisance en électricité, parce que, regardez, dans vos classes, dans les hôpitaux, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, il faut l'électricité. Vos ordinateurs fonctionnent en électricité. La médecine fonctionne en électricité. Les téléphones, tout fonctionne en électricité. Si on est en retard dans l'électricité, et je peux vous dire, bravo au Sénégal, qui a au-delà de 70% maintenant de taux d'accès à l'électricité. Vous avez des pays qui ont 13, 14, 15% de taux d'accès en Afrique. Donc, on lutte pour que tout le monde ait l'électricité. Nous avons, et ça, c'est avec le partenariat non seulement du secteur privé, mais aussi d'autres bailleurs de fonds, multilatéraux et régionaux. Si on regarde, deuxième priorité pour la Banque africaine de développement, c'est nourrir l'Afrique. On a eu la crise d'Ukraine, on s'est rendu compte qu'on était vraiment dépendant de l'extérieur. Nourrir l'Afrique, on a tout, on a tous les atouts pour le faire. On a la main-d'œuvre, on a les terres fertiles, on a la pluie. Pourquoi on va importer? Ça ne justifie pas qu'on importe ce que nous mangeons. Nous devrons être des exportateurs, des exportateurs qui nourrissent le reste du monde. Ce n'est pas d'aller importer ailleurs. Donc, la Banque africaine de développement joue le rôle de catalyseur en mobilisant les ressources pour l'Afrique. On a eu récemment ce qu'on a appelé Dakar 2, nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience au niveau du Sénégal. Ça a eu lieu ici. Plus de 21 chefs d'État étaient là, et les chefs de gouvernement, ministres des Finances, les grands décideurs de l'Afrique étaient là pour travailler sur nourrir l'Afrique parce qu'on veut la souveraineté des Africains en termes alimentaires.
Donc, la Banque africaine de développement, avec ses capacités de mobilisation des ressources, avec ses triple A, est en mesure d'aller convaincre, plaidoyer pour l'Afrique, pour avoir justement de l'aide, de contribution des autres pour développer l'agriculture et le transformer. Je parle un peu notre président Adesina qui dit l'agriculture ce n'est plus comme avant. Hein? L'agriculture c'est une business. C'est devenu une business. Je sais que beaucoup d'étudiants pensent que l'agriculture c'est très traditionnel. Les gens, on a nos parents qui ont utilisé là-haut. Ce n'est plus ça. L'agriculture c'est une business. Les gens transforment, exportent aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Afrique. Aujourd'hui, Monsieur Kouassi, vous avez parlé de l'intégration régionale. On parle de l'intégration africaine, panafricaine. C'est ce qu'on est en train de développer parce qu'on s'est rendu compte, comme vous l'avez bien mentionné, on ne peut pas aller dans un marché international seul. On ne peut pas être autour d'une table de négociation avec un pays qui ne représente pratiquement rien sur le poids international. Il faut qu'on soit là en groupe parce qu'on a les moyens, en groupe parce qu'on a les capacités, en groupe parce qu'on a un marché. On a un marché. Donc, les projections montrent comment le développement de l'Afrique, la population va augmenter au cours des prochaines années. Donc, on devrait être là. Je pense que l'intégration régionale est une troisième priorité de la Banque africaine de développement. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons tous ensemble, toutes les institutions, le secteur privé, et nous pensons beaucoup que les étudiants également qui sont là devant nous, c'est des gens qui pensent déjà à l'avenir, qui pensent à l'intégration africaine. Le quatrième pilier ou priorité de l'Afrique, c'est l'industrialisation. L'industrialisation de l'Afrique est extrêmement importante. Quand vous prenez un agriculteur, aujourd'hui, qui produit des petits pois, il n'a absolument rien, il ne gagne absolument rien si on ne transforme pas, on n'industrialise pas et on ne commercialise pas. Donc voilà un peu ce qu'on devrait faire, ce qu'on est en train de faire et ce qu'on doit encourager à faire, c'est produire, non seulement produire, mais transformons chez nous et réexportons dans les marchés chez nous et dans les autres marchés. Donc l'industrialisation est extrêmement importante. La Banque africaine de développement travaille avec tous les pays africains pour s'assurer que l'industrialisation va avec le reste. L'industrialisation ne peut pas non plus avancer sans l'électricité dont on a parlé tout à l'heure. La cinquième priorité de la Banque africaine de développement, c'est améliorer les conditions de vie des populations. Parce que tout ce qu'on fait, il faut que ça se soit répercuté au niveau des conditions de vie des populations. Les conditions de vie de population s'améliorent si on est bien nourri, si on a les compétences de développer nos infrastructures, nos hôpitaux, on est capable d'avoir ce dont on a actuellement en train d'importer. Parce que c'est des besoins qu'on cherche, on les importe. Donc il faut nous trouver des devises pour aller chercher quelque chose à importer. Donc, c'est des éléments extrêmement importants. Donc, la Banque africaine de développement travaille actuellement sur ces 5 priorités. Éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique et améliorer les conditions de vie des Africains. Et tout ça, ça peut se faire qu'avec l'harmonie, avec les jeunes. Parlant des jeunes, on a tous été étudiants, on a tous passé par votre étape. Parfois, on comprend très bien que c'est très difficile de retrouver un chemin. Mais ce qui est essentiel, messieurs va la mentionner,
c'est la persévérance. Je pense que qu'on tire de chez lui, il est hissé à un niveau très élevé à cause de sa persévérance. Il nous a raconté un peu son cheminement. Il y a des obstacles, bien sûr, mais Mandela aussi disait que c'est pas parce qu'on est tombé qu'on ne peut pas se réveiller. Il juge les gens, c'est ceux qui se réveillent en tombant. Donc, il y a plein d'obstacles, mais il faut surmonter. Il faut surmonter les obstacles. Et il y a plusieurs voies pour réussir. On peut avoir le meilleur diplôme du monde et on peut ne pas réussir. On peut avoir 100 diplômes et réussir. Ok? Maintenant, c'est l'adaptation. Il faut être capable de s'adapter aux situations, voir le monde comment il évolue, voir autour de soi. Il a aussi mentionné les grandes compagnies qui sont en train de périr aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne vous demande plus votre numéro de fax. Hein? On ne le demande plus. Parce que ça aussi, c'est presque périmé, n'est-ce pas? Donc, vous avez mentionné l'identité. Et ça, j'aime ça également, parce que l'identité fait l'homme. Hein? Les Japonais dont vous avez mentionné, les Chinois dont vous avez mentionné, et vous pouvez mentionner également les grands universitaires que nous avons partout dans le monde, et qui sont là, qui aident, qui travaillent. Donc, je pense que je ne vais pas être très très long, parce qu'on va certainement revenir sur certaines questions, mais je précise que la persévérance pour un étudiant est le non-découragement. Il ne faut jamais se décourager. Il y a beaucoup de voies. Il y a beaucoup de voies à suivre. Monsieur avait mentionné les langues. Très très important. Nous, on a un programme à la Banque africaine de développement qu'on appelle Young Professionnel, le professionnel des jeunes. Quand il est ouvert à tout le monde, aux 85 pays membres de la Banque africaine de développement. Vous avez des jeunes, je vous assure, que quand vous voyez leur CV, pourtant c'est des jeunes moins de 26 ans, moins de 32 ans. C'est des jeunes déjà très cités. Donc la compétition est féroce. Ils ont déjà acquis quelques expériences. Parce que l'expérience, il ne faut pas attendre d'avoir le diplôme pour faire des expériences. Aujourd'hui, quand vous regardez dans certains pays nord-américains, on valorise davantage, ok, le social, quelles sont vos implications dans vos CV, autour de vous, le bénévolat que vous faites. Tout ça, c'est très très important. Si vous regardez, même pour s'inscrire dans les universités maintenant, on privilégie cette implication sociale. Ça montre votre engagement. Ce n'est pas juste les notes, avoir dit 98%, 100% sur une note, mais aussi ce que vous avez fait. Donc, ne manquez pas l'occasion de faire du bénévolat ou d'avoir des petites jobs quelque part pendant que vous êtes en train de faire vos études. C'est très important. Et en terminant, le secteur public n'est plus capable en Afrique d'embaucher tout le monde. Donc, l'initiative personnelle est très très importante. On nous a édifié avec M. Ba tout à l'heure comment il a percé. Actuellement, c'est lui qui embauche. Il embauche ici, au Sénégal, il embauche en Guinée, et je suis sûr que ça va continuer comme ça. Donc, privilégiez, sachez que l'expérience compte, les relations interpersonnelles comptent, et les experts de ressources humaines nous avons parlé, c'est très très important. Je vais finir sur quelque chose que j'ai retenu dans le passé du Premier ministre canadien qui était franc-parlant, M. Jean Chrétien. Un jour, il est venu visiter l'Afrique, il parle terre à terre. On lui a dit, Monsieur le Premier ministre, nous voulons des investissements. Il a répondu, vous savez, il n'y a pas plus peur qu'un million de dollars. Il n'y a pas plus peur qu'un million de dollars. Pourquoi? Parce qu'il dit, un pays où il y a des risques, on n'investit pas là-bas.
le million de dollars cherche un endroit où c'est paisible. Hein? C'est la paix, c'est paisible. Donc là, vous avez des investisseurs qui viennent, qui investissent. La paix, la paix. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il est extrêmement important que dans tous nos pays, c'est un facteur important pour attirer et retenir les investisseurs. Parce qu'on a le potentiel. On a le potentiel, on a une population jeune qui peut travailler. Monsieur le Président, j'ai pris longtemps peut-être, mais je vais m'arrêter là. Et je suis très heureux encore une fois d'être ici au nom du Président de la Banque africaine de développement et tout le groupe de la Banque. Merci beaucoup. À la fin des travaux, le président du CIMA, le Sénégalais Sidi Abdelassi, a insisté sur la coopération régionale. Qui depuis ce matin ont partagé ensemble nos réflexions. Si j'ai tenu à ce que M. Denis Charles Kwasi soit à Dakar aujourd'hui, c'est sûrement pour partager son expérience. J'avoue, toute l'année, nous échangeons beaucoup. J'ai repéré ce monsieur depuis un certain temps. La première fois, il était venu à Paris lors de notre forum. Il était venu passer presque inaperçu. 2 ans après, je l'ai rencontré à Abidjan. J'ai connu l'homme, j'ai vu son parcours, j'ai vu comment il a pu quand même redonner plus à la CNPS. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui m'est très très cher dans la mesure où les membres fondateurs de ce club sont en Côte d'Ivoire, à savoir le Conan Lambert, le ministre Patrice Kwame, Fatou Sila Diakité, et tant d'autres, Alain Bambara. Et je lui suis dit souvent à ces hommes que Denis Charles Kwasi me rappelle ces piliers de la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny. Par son calme, son écoute et la vision qu'il a, non seulement de son pays, mais aussi de l'Afrique. Et j'ai dit quand même, il faut le sortir de son pays, la Côte d'Ivoire, pour qu'il puisse partager ses expériences à cette jeunesse. Et pour ça, j'ai résolu de prendre d'abord par mon pays, le Sénégal. Il a accepté. Et pourtant, hier, il est venu hier soir, il a tenu à être ici pour être quand même l'invité d'honneur de ce forum des managers de cette année. Les échanges que vous avez eus avec cet homme, j'ai voulu que ce soit, comme on dit, un peu parrainé par la Banque africaine de développement. Le président Adesina, qui est un homme merveilleux et qui a fait le feu du président Babakania et son mentor, son exemple. Quand je vois Adesina, je vois le président Babakania par la vision qu'il a d'une Afrique forte, d'une Afrique gagnante. J'ai voulu donc réunir ces deux personnes. Et la symbolique tout à l'heure a été animée par ces 4 jeunes qui sont venus ici pour montrer le projet. Mais moi, je vais beaucoup plus loin. Ça, ce n'est que la première étape de cette rencontre. Parce que je vais choisir certains d'entre vous. Nous allons initier la même chose en Côte d'Ivoire. Pour créer cette fusion, ce partenariat. Je veux, moi, que l'axe Sénégal, le Dakar-Abidjan, revienne comme il était au temps de cette pour renforcer donc, ces 2 pôles de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Étudiants des instituts issus du Sénégal. Certains d'entre vous sauront que je ne peux pas dire de la date à Abidjan avec vos frères ivoiriens et vos sœurs ivoiriennes pour échanger. Créer cette intégration entre vous, que vous ayez des projets communs et qu'aujourd'hui vous puissiez travailler, que ce soit à Dakar, à Abidjan, ailleurs. C'est un peu ce que vous êtes les pionniers de cette intégration économique africaine. Je crois que ça passe par des exemples vivants. Cet homme-là qui est d'abord au bout d'une maison, son sacerdoce, c'est le développement de son pays et de l'Afrique. Je tiens quand même à remercier les autorités de mon pays. Tous les ministres économiques se sont fait représenter. Et depuis ce matin, les ministres des Finances, je peux dire,
le ministre du Commerce du gouvernement, la même chose, le ministre des Affaires étrangères et tant d'autres ministères qui ont assisté à cette belle journée. Je tiens aussi à remercier Mme Koulibaly de l'Université de l'entreprise. Son mari a créé cette université de Maï, il est disparu il y a à peu près une année. Et mon ami Mansour Kama, à qui il était très proche, mais aussi à son âme. Au-delà, sachez qu'aujourd'hui, plane le nom de Mansour Kama et de M. Koulibaly dans cette salle. L'université de l'entreprise est le sillon de l'entreprise sénégalaise. Je suis toujours fier de cette élimination. Mansour Kama, qui croyait au parti économique, en a fait lui aussi son label. Je tiens aussi à féliciter une dame qui est directrice d'une grande école de médecine, Mme Yeneba Diagne, très discrète, qui est là, qui écoute depuis ce matin, qui est une fierté sénégalaise. Madame, soyez honorée, je vous présente toutes les civilités. Au-delà de ça, toutes mes petites filles là, mes sœurs, ce Sénégal demain, cette Afrique demain. Comme l'a dit tout à l'heure, M. Denis, croyez-moi, c'est difficile, dur est le chemin. Croyez en vous, le chemin est difficile, le chemin est sinueux. Ne lâchez pas, ne lâchez jamais prise. Vous n'êtes que le porte-flambeau d'une Afrique nouvelle. Vous êtes, comme je dis, vous êtes les prix d'une Afrique. Vous contribuez à l'Afrique. Ce que je dis, d'autres l'ont dit, mieux que moi et plus que moi. Portons cette force qui doit vraiment vivifier, qui doit renforcer. Encore moi, c'est le combat que je mène depuis maintenant, je ne peux pas dire près de 50 ans, donc 40 ans en Afrique proprement dit. Sachez que ce que je faisais, je le faisais dans mon pays à l'époque. J'étais le premier Sénégalais à initier ce qu'on appelle les journées économiques du Sénégal. Je l'ai exporté à Bruxelles à la banque Bruxelles Lambert et à l'époque, le ministre du Plan était national de Alexandre. Avant cher Abidouka. Donc, l'histoire est là, revivez les archives du soleil. Je fus le plus jeune journaliste économique du soleil, les pages du soleil. Celui qui m'a remplacé, il est là dans cette salle, Abdoulaye Thiam, après les autres choses. Et de là, quand j'ai racheté le mouvement africain aux États sénégalais, je l'ai duplicé sur le plan africain, tout simplement. Je initié pas mal de salons spécialisés ici dans mon pays, de l'artisanat, de l'agriculture. En son temps, j'étais en avance sur mon temps. Je disais au début dans cette salle, j'ai été le premier Sénégalais à réussir une grande station ici au Kinfar. Et sa création, avec M. Abdoulaye, ministre d'État de la République du Sénégal. C'est vous dire, et pourtant, nous avons traversé pas mal d'épreuves, mais jusqu'à présent, c'est ça qui me donne ma jeunesse, ma foule et mon ambition. Quand j'ai rencontré ces hommes-là, croyez-moi, aujourd'hui, c'est vendredi, je suis pour un jour, pour ceux qui me connaissent, je ne suis même pas à Dakar. Je suis dans ma ville à Tiawa. C'est une ville religieuse. Mais exceptionnellement, je dis que par la grâce du Tout-Puissant, par la sainte de Dieu, par la grâce de tous mes compatriotes sénégalais, musulmans, catholiques et tout, croyez-moi. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un jour spécial. Un jour où je rencontre ces gens qui vont être la relève de ce que je fais. J'ai pas de pays, de jeunes filles, de garçons super intelligents à qui j'ai confiance. Ce jour-là, aujourd'hui, 12 mai, je veux que vous le marquez d'une pierre blanche 2020 en disant, en tout cas, un jour, aura du sol. Un Sénégalais, Sidi Abdalassi, nous avait prophétisé que ce pays-là vous appartient et que vous allez être les champions et les champions